Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Donc voici tout de suite les faits saillants. Le ministre du budget Bodé Ahmed Roblé a été reçu par le président gabonais Ali Bongo Ondimba à Libreville. Toujours à l'actualité nationale, l'inspection générale d'État clôture de la formation sur l'évaluation de la performance des entités publiques aux États-Unis. À la veille de l'investiture, Washington a accueilli Donald Trump. Voilà, donc c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre du budget, Bodé Ahmed Roblé, a été reçu mercredi à Libreville par le président gabonais Ali Bongo Ondimba, à qui il a remis un message écrit du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, sollicitant le soutien du Gabon pour l'élection de l'ancien ministre djiboutien des Finances, Yassine Elmi Bouh, au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine. Bodé Ahmed Roblé et le président gabonais ont évoqué à cette occasion les futures élections qui auront lieu fin janvier 2017 à Addis Abeba en Éthiopie pour le renouvellement de la direction de la Commission de l'Union africaine. Les deux hommes ont également discuté du renforcement de la coopération multisectorielle entre Djibouti et le Gabon. De différents départements, notamment celle de la vice-présidence de l'Union africaine, notre président demande un soutien de notre candidat, une éminente personnalité de Djibouti, qui est candidat à ce poste de vice-président. Compte tenu de nos relations très étroites à tous les niveaux économiques, politiques, sociaux, le lien très fort et historique qui lie le Gabon et le Djibouti, nous sommes en droit de solliciter ce soutien et attendre des résultats et le soutien fort de la République du Gabon. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh a dépêché également à Pretoria son ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, pour solliciter le soutien de l'Afrique du Sud pour l'élection du candidat djiboutien au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine et une candidate au poste du commissaire aux affaires sociales. Il s'agit de Yassine Elmi Bouh et de Hawa Ahmed Youssouf respectivement. Le ministre Ali Hassan Bahdoun a été reçu donc hier en audience par le numéro 1 sud-africain Jacob Zuma. L'émissaire djiboutien a remis au numéro 1 sud-africain un message de son homologue djiboutien portant sur les élections en fin janvier à la présidence de la Commission africaine et les commissions. Lors de la remise de la requête, le ministre a affirmé que cette démarche s'inscrit dans la volonté de la République de Djibouti à jouer un rôle important en Afrique. Et fin janvier 2017, en effet, les chefs d'État africains éliront au cours de la 28e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, le président et le vice-président de cette organisation panafricaine. L'audience à Pretoria a également été l'occasion pour Jacob Zuma et son hôte de faire un tour d'horizon des relations amicales entre l'Afrique du Sud et Djibouti. Le président Jacob Zuma a souligné le rôle que joue Djibouti et son président Ismaël Omar Guelleh dans la région de l'Afrique de l'Est. Il s'est notamment félicité que Djibouti fait partie des pays qui comprennent le mieux où va l'Afrique. L'envoyé spécial du président de la République, Momin Hassan Barre, a été reçu par le Premier ministre algérien. Le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Barre, a été reçu aujourd'hui en audience par le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal au palais du gouvernement à Alger en qualité d'envoyé spécial du président Guelleh. Le ministre est porteur d'un message écrit du président de la République adressé à son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Le message porte sur l'appui des deux candidats djiboutiens qui briguent des postes de responsabilité au sein de l'Union africaine. L'entrevue s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Lamamra Ramtan, du ministre des Affaires religieuses Mohamed Aïssa et du conseiller du ministre Chouaib Adjal. Les relations bilatérales entre Djibouti et l'Algérie ont été examinées en vue de les renforcer davantage. Les deux responsables ont également abordé la situation qui prévaut dans les pays arabes et l'Afrique. Le Premier ministre a transmis les vœux du président Bouteflika au chef de l'État djiboutien tout en exprimant la disponibilité de son pays à coordonner son action avec la République de Djibouti sur les questions d'intérêt
intérêts communs. Le ministre Moumin Hassan a fait un tour d'horizon, quant à lui, de la politique menée par Djibouti au niveau régional et international et sa diplomatie active axée sur la coopération et le développement ainsi que le renforcement de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Dans l'optique des actions organisées dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale, la DDS, sous la houlette du secrétariat d'État aux affaires sociales, a organisé hier au complexe Ar-Rahma de Balbala une cérémonie d'octroi de microcrédit dans la microfinance. Cette cérémonie a vu la participation, outre de la secrétaire d'État aux affaires sociales Mouna Ousmane Aden, du président de la commune de Balbala Youssouf Nouhou, des parlementaires élus de la commune, des responsables de la DDS, ainsi que de l'importante population habitant la banlieue de Balbala. La population de Hayablé, l'un des quartiers les plus populaires et le plus peuplé de la commune, était sérieusement représentée. Des ustensiles de cuisine, des vaisselles ainsi que des appareils électroménagers ont été remis aux différents responsables de ce quartier et de la commune en général. Plusieurs interventions ont eu lieu durant cette cérémonie, notamment celle de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, et du président de la commune de Balbala, Youssouf Nouhou. Sous la houlette de la présidence de la République, l'atelier de formation des inspecteurs généraux d'État ayant pour thème l'évaluation de la performance des entités publiques qui a débuté le 16 janvier dernier s'est clôturé hier au Palais du Peuple. Cette formation a été destinée aux auditeurs et contrôleurs des institutions de contrôle. La clôture de cet atelier a vu la participation de l'inspecteur général d'État Hassan Issa Sultan, du coordinateur des projets de l'inspection général d'État Mohamed Idriss et a été animé par un expert international, Michel Donian. Cet atelier a été organisé en étroite collaboration avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Sa vision, une Afrique capable de réaliser son propre développement avec pour mission de renforcer les capacités humaines et institutionnelles pour une bonne gouvernance et le développement économique durable en Afrique. Cet atelier s'est clôturé par la remise des attestations et certificats aux participants des mains de l'inspecteur général d'État et du formateur Michel Donian. Ce dernier s'est réjoui du déroulement de la formation de 4 jours et a félicité les agents qui en ont bénéficié pour leur rigueur et leur assiduité. Alors cette initiative, en effet, si jadis la mission fondamentale des organes de contrôle était de veiller strictement au contrôle de régularité et de conformité des dépenses publiques, les nouvelles réformes introduites dans les administrations publiques en vue d'une gestion guidée par des objectifs d'économie, d'efficience et d'efficacité obligent aujourd'hui les organes et institutions de contrôle à s'armer de nouvelles techniques de vérification, de prévention de risques, notamment l'audit de performance. Et dans un mot prononcé à cette occasion, l'inspecteur général d'État, Hassan Issa Sultan, a indiqué que seule une administration performante peut impulser le développement économique d'un pays, alors que l'administration non performante constitue un frein dans l'atteinte des objectifs souhaités. On l'écoute. Le choix du thème de cette formation est en rapport avec les priorités assignées par le chef de l'État dans l'action gouvernementale, à savoir la mise en place d'une administration performante, capable de rendre les services requis pour les citoyens et les usagers. En effet, seule une administration performante peut impulser le développement économique d'un pays, alors qu'une administration non performante constitue un frein dans l'atteinte des objectifs souhaités. Notre mission, en tant qu'inspecteur, auditeur ou vérificateur au sein de nos différentes institutions, est de rendre compte à nos autorités respectives sur la performance des entités publiques. L'évaluation de performance va au-delà de l'audit, dont l'objectif est seulement de vérifier les pièces administratives et comptables. Elle requiert un effort et une plus grande implication de l'inspecteur ou de l'auditeur chargé de faire l'évaluation, car elle vise à confronter les objectifs et les moyens mis en œuvre avec les résultats obtenus. Pour animer cette formation, on a recherché l'expertise nécessaire et nous avons eu la chance de bénéficier des services d'un grand professionnel de ce secteur qui dispose d'une expérience
pertinente et de très haut niveau d'une trentaine d'années. En effet, M. Michel Dognon a occupé précédemment les fonctions d'auditeur général de la République du Bénin, conseiller spécial du président de la République du Bénin, chargé de la gouvernance des entreprises publiques, et avait occupé la fonction d'auditeur senior au bureau du contrôleur général de l'État de New York, aux USA, avant de rejoindre son pays, le Bénin. Cette formation était initialement destinée aux inspecteurs d'État de l'inspection générale de l'État, mais nous avons jugé utile de faire profiter cette formation aux représentants des autres institutions nationales qui contribuent toutes à chacune à son niveau respectif à l'amélioration de l'action de l'État. Cependant, nous avons dû limiter le nombre de participants pour que cette formation soit interactive, dynamique et instructive. J'aimerais remercier tous les participants qui ont tous contribué à ce débat et aux formateurs qui assureront cette formation très attrayante et utile. Et à l'issue de la clôture de cet atelier, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des participants que nous vous proposons d'écouter. Donc nous sommes très honorés d'avoir participé durant les 4 journées qui viennent de s'écouler à l'atelier qui a été programmé par l'IGE et dont le sujet était l'évaluation de la performance des entités publiques. Donc nous sommes très honorés d'avoir participé à cette formation avec surtout qu'on appelle un monsieur très professionnel et très qualifié qui a su en espace de quelques jours nous inculquer quelques outils qui, j'en suis sûr, nous permettra d'améliorer notre travail au quotidien lorsqu'on sera donc au niveau du ministère de la Santé. Donc ça nous a permis d'accroître nos compétences et d'être mieux formés dans les nouvelles perspectives de la politique du président, à savoir Monsieur le Président Ismaël Omar Guelleh, qui désormais demande à ce que les institutions publiques, mais également les ministères, doivent pouvoir être inspectés selon un critère de performance. Et donc, grâce dans cette perspective-là, cet atelier nous a permis d'avoir cette formation et d'accroître les compétences de nos structures. Alors l'évaluation de la performance des entités publiques s'inscrit dans la droite ligne de nos missions, surtout dans la mission des inspecteurs de l'éducation nationale, mais aussi de tous les ministères de la République de Djibouti. Et je crois que nous mettrons en œuvre ces savoirs et ces connaissances que nous avons acquis pendant ces 4 jours. Il faut dire que déjà, nous avions beaucoup de notions sur l'évaluation de la performance des entités publiques, puisque c'est notre quotidien. Mais là, nous avons, en quelque sorte, amélioré, on va dire comme ça, nos connaissances. Également dans l'actualité, la région de Dikil a officiellement procédé cette semaine au lancement de la campagne de vaccination pour tous les enfants de moins de 5 ans. Cette campagne va durer 2 jours sur toute l'étendue du territoire de la région de Dikil. C'est le chef-lieu de la région de Dikil qui a servi de lancement officiel de cette campagne de vaccination. C'est en présence du préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikh Hassan, du vice-président du conseil régional, Mohamed Ibrahim, du médecin-chef du CMH Dikil, Dr Moustapha Amin, et du responsable du programme élargi de vaccination, Dr Farhan Ali, qui ont procédé au lancement. L'objectif premier du ministère de la Santé est de vacciner tous les enfants de moins de 5 ans de cette région et de sensibiliser les parents du fait que la vaccination sauve des vies, à encourager partout les gens à se faire vacciner et vacciner leurs enfants contre les maladies mortelles. Plusieurs équipes de vaccinateurs vont se déployer dans le chef-lieu ainsi que dans les différentes sous-préfectures de la région de Dikil, utilisant soit la stratégie avancée, soit la stratégie fixe. La vaccination dans la région de Dikil, et avec l'ouverture et le lancement et avec le préfet de la région, M. Chéreau, tout se passe bien. Cette mission est de vacciner tous les enfants qui ne sont pas complètement vaccinés, et cela se passe bien. Et cela est dû à une participation vraiment massive et très importante. Faisons aussi à ce que toute la population bénéficie de cette vaccination, que les mamans ramènent leurs enfants des 0 à 5 ans, qui leur manquent de vaccins, afin de bénéficier de cette vaccination.
Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, a dirigé hier les travaux d'une réunion d'information et de sensibilisation sur les projets des tablettes numériques destinées aux élèves des premières années de l'enseignement de base. Après le succès rencontré par le projet Un enfant, une tablette, le MENFOP compte lancer désormais l'initiative La tablette propriété de l'enfant qui permettra aux élèves de posséder et de disposer de leur tablette à l'école comme à la maison. Les hauts cadres et responsables du ministère ainsi que l'ensemble des directeurs d'école et des conseillers pédagogiques de l'enseignement de base ont pris part à cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère. La réunion a démarré par un large exposé du directeur général du CRIPEN, Saïd Nour Hassan, qui est longuement revenu sur le projet Un enfant, une tablette lancé en 2014. Cette initiative du chef de l'État avait pour but de réduire la fracture numérique et de permettre de rehausser la qualité des enseignements apprentissages, a-t-il souligné. Puis il a expliqué le travail effectué par le CRIPEN dans la mise en place des contenus didactiques et des applications éducatives dans les tablettes dont la première vague a été distribuée aux élèves de première année au début de l'année scolaire 2015-2016. Des propos donc qui ont été repris par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, qui a évoqué le grand succès lors de cette rencontré lors de cette première vague. Il a annoncé ensuite que le lancement de la seconde vague concernerait les élèves de première. Écoutons des éclaircissements des responsables du MENFOP sur ce projet Un enfant, une tablette, initié, rappelons-le, par le président de la République il y a cela 2 ans et qui rentre dans sa deuxième phase de mise en œuvre, une tablette propriété de l'enfant. Suite à la tenue du colloque sur la qualité des enseignements, apprentissage qui a eu lieu au mois de décembre dernier, le développement du numérique s'est avéré incontournable à l'école. Grâce à l'initiative du président de la République, une tablette à un enfant, nous avons déjà, nous, le numérique dans l'école, mais les tablettes restaient dans la classe. Les souhaits des parents et des usagers de l'école a été que les élèves puissent prendre ces tablettes à la maison. Aujourd'hui, le ministère a pris l'initiative de rendre ces tablettes propriété de l'enfant et donc ces enfants pourront prendre ces tablettes à la maison. Les avantages attendus de cette initiative, c'est tout d'abord l'amélioration de la qualité des enseignements, le développement et l'amélioration des acquis et des résultats des élèves à l'école. Ce faisant, donc, pour pérenniser ces projets, et pour permettre donc à tout le monde de pouvoir bénéficier de ces projets, il est demandé une participation financière aux parents pour que nous puissions atteindre les objectifs fixés en termes de qualité des enseignements. Une importante délégation de l'organisation non gouvernementale EVA, menée par le président Ahmed Ali Mohamed, s'est rendue dans la région de Tadjoura dans le cadre d'une mission d'information et de mobilisation des autorités régionales. Au cours de leur entretien avec le préfet Abdelmalik Mohamed Banouita et le président du conseil régional Hassan Hussein, les responsables de l'ONG ont annoncé et présenté le projet qui concerne 2 localités de la région, notamment Asagaïla et Margoïta. Après la rencontre avec les responsables administratifs, la délégation a poursuivi sa mission sur le terrain à Asagaïla où a été organisée une importante réunion avec la communauté villageoise d'où ils ont présenté le projet qui bénéficie d'un financement de la France et dont la mise en œuvre sur le terrain sera assurée par EVA en partenariat avec l'ONG Action contre la faim le dimanche 16 janvier. Un autre volet du projet contribuera à l'amélioration des revenus des populations bénéficiaires grâce à des emplois rémunérés qui mobiliseront pendant 6 mois un nombre important de personnes sur l'ensemble des sites à l'exécution des travaux d'intérêt généraux. Communautaire. Le projet a reçu une approbation des autorités et des populations bénéficiaires selon les responsables de l'ONG. La caravane de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines a poursuivi également. Et également dans l'actualité, nous restons dans le nord après Tadjoura, direction Obok, où la caravane de l'association La Compagnie Théâtrale La Voix de l'Est a poursuivi sa tournée dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines dépêchée par l'UNICEF en collaboration avec cette compagnie et qui s'est rendue successivement dans 2 localités rurales de la région d'Obok, à savoir Dalayaf et Orobor, les 18 et 19 janvier dernier pour réaliser une projection du film intitulé « Pour une vie sans l'âme » de Aïcha Mohamed Roblé.
à Dalayaf. C'est l'école de cette localité située à mi-chemin entre Tadjoura et Obok qui a servi de cadre à la projection de ce film. Dans la soirée du mercredi 18 janvier devant un public estimé à plusieurs spectateurs qui ont déféré de tous campements avoisinants pour assister à cette soirée qui n'avait pas l'habitude. À Robord, la projection s'est déroulée sur un écran accroché à un acacia dans la soirée du jeudi 19 janvier. Au menu, des spectacles composés de chants musicaux pour tous les goûts, suivi de la projection du film Pour une vie sans lab dans sa version en langue afar dédiée à la lutte contre l'excision d'une durée d'1h20. Rappelons que ce film réalisé initialement en français a été traduit en langue afar et somali grâce à l'appui financier de l'UNICEF. Bref, les enfants comme les adultes ont trouvé leur bonheur à travers ces spectacles associant à la fois l'émotion, le plaidoyer et la comédie. Et dans le cadre de la semaine de l'action sociale, une porte ouverte sur les activités de la Caisse populaire d'épargne de crédit de la région des Sud. Les activités de sensibilisation se sont poursuivies jusqu'à Yoboki, localité de la région de Dikil. Les responsables de la caisse de Dikil, Mohamed Obakar Oudoum, accompagnés des agents et membres du comité de gestion de la caisse de Dikil, se sont déplacés mercredi à Yoboki pour se réunir avec la population locale. Une rencontre qui avait pour objectif de sensibiliser et présenter en rappelant la mission de la CEPEC, ses missions, ses objectifs et produits et services. Plusieurs femmes clientes de la caisse d'épargne et bénéficiaires du microcrédit ont pris part à ces réunions et ont pu s'exprimer durant les débats qui s'en est suivi. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. C'est une tradition républicaine à la veille de l'investiture de chaque nouveau président des États-Unis. Ce dernier est accueilli par un feu d'artifice. Et hier soir, Donald Trump a fait le tour du périmètre. Devant le célèbre Lincoln Memorial, le milliardaire a promis de rassembler les Américains. Et qu'importe les orages qui se profilent à l'horizon, je me moque franchement de savoir s'il fera beau ou s'il pleuvra des cordes, a déclaré Donald Trump. Cela ne fait aucune différence pour moi. J'ai le sentiment que ça sera un beau jour, vous allez m'encourager, mais c'est moi qui vais vous encourager parce que ce que vous avez fait est tellement spécial. Partout dans le monde, on en parle, partout dans le monde. Et si de nombreuses stars n'ont pas souhaité participer au concert donné en l'honneur du nouveau président, plusieurs artistes moins connus ont néanmoins assuré le spectacle, et notamment la star du country, Toby Keith, qui a accepté d'être la tête d'affiche de cet événement patriotique. Mais les anti-Trump n'ont pu s'empêcher de comparer la soirée avec celle de janvier 2009 lors de l'élection de Barack Obama. Commémorial oblige. Avant la passation de pouvoir officiel ce vendredi, Donald Trump et son vice-président Mike Pence ont déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu au cimetière d'Arlington. Et enfin, pour clore cette édition, les troupes sénégalaises et de 4 autres pays d'Afrique de l'Ouest sont intervenues hier jeudi en Gambie pour installer le nouveau président Adama Barrow et forcer au départ le sortant Yahya Jammeh qui refuse de reconnaître sa défaite électorale. Monsieur Barrow, tout de blanc vêtu, a prêté serment à l'ambassade de Gambie à Dakar peu avant 17h devant le président de l'ordre des avocats gambiens, Shérif Tambadou, en présence de nombreux responsables d'organisations internationales et régionales, ainsi que de ses 2 épouses. Dans le même temps, les forces sénégalaises, mandatées par l'organisation régionale ouest-africaine, la CEDEAO, qui presse depuis des semaines M. Jammeh, dont le mandat a expiré mercredi, de céder le pouvoir entrer sur le territoire de leurs petits voisins d'1,8 million d'habitants. L'annonce est intervenue quelques minutes après le vote unanime par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution soutenant les initiatives de la CEDEAO pour pousser Yahya Jammeh à quitter le pouvoir sans explicitement approuver un recours à la force. Des avions de combat nigérians avaient donc mené dans la journée des missions de reconnaissance au-dessus de la Gambie. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous retrouvons Samatar Saïd pour le Focus. Merci de nous rejoindre pour ce Focus de cet après-midi avec Samatar Saïd. Alors, la Terre, Samatar, a connu en 2016 son année la plus chaude en 136 ans de relevés météorologiques.
Oui, Ahmad, rien qu'en 2016, la température de la surface du globe a été près d'1 degré Celsius supérieur à la moyenne du XXe siècle. Plus inquiétant, il s'agit du 3e record annuel consécutif selon l'Organisation météorologique mondiale. L'organisation qui souligne l'impact de l'activité humaine. Alors que le mercure monte, Washington auditionnait hier Scott Pruitt, choisi par Donald Trump pour diriger l'agence de protection environnementale américaine. Il est perçu comme un climato-sceptique. De 195 pays ont signé l'accord de Paris pour limiter la hausse des températures mondiales, un accord que Donald Trump pourrait rejeter à son arrivée à la Maison-Blanche. Également dans ce focus, toujours plus de touristes dans le monde depuis 7 ans. Oui, Ahmed. L'Organisation mondiale du tourisme publie son baromètre annuel et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tourisme ne connaît pas la crise. Le nombre de touristes dans le monde a augmenté de 3,9% en 2016 par rapport à 2015. 46 millions de touristes supplémentaires ont parcouru le monde. C'est donc la 7e année d'augmentation consécutive depuis la crise de 2009. Un record qui n'avait pas été enregistré depuis les années 1960. Du côté de la capitale, l'Office du tourisme de Paris a enregistré une baisse de 6% des arrivées hôtelières entre 2015 et 2016. On cause les différents attentats subis par la France ces derniers temps. Cependant, une opération de promotion a permis aux hôteliers parisiens de remplir à nouveau leur établissement pendant les fêtes. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce focus. Excellent après-midi à toutes et à tous.